Un murmure silencieux, ignoré de tous sauf d'un. « Bienvenue à Mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. J'aimerais savoir d'où vous regardez cette émission. Laissez un commentaire ci-dessous. Vos commentaires donnent vie à cette chaîne. Commençons. » C'était le genre de soirée où la société londonienne, à moitié ivre de printemps et d'anticipation, se réunissait dans des salons et des salons soigneusement choisis pour jouer son théâtre privé de ragots, d'envie et d'intrigue à peine voilée. L'occasion était la célébration de l'anniversaire de Lady Eugenia Marchmont, veuve de l'industriel Sir Lionel Marchmont et doyenne de l'une des plus prestigieuses demeures de Belgravia. La résidence des Marchmont, située sur Pelham Crescent, se dressait telle une duchesse douairière, élégante, distante et parfaitement préservée du temps. Ce soir-là, son salon vibrait d'une douce musique, de rires légers et du scintillement des diamants fins sur les cous vieillissants. Parmi les convives se trouvait M. Ambrose Vane, un banquier au rire désagréable et à l'instinct de s'accrocher aux fortunes montantes. Madame Maureen de la Ford, amie chère de l'hôte et femme au silence tactique, parlait avec son aplomb habituel près de la cheminée. Et puis il y avait l'énigmatique Miss Celia Darcy, la nièce bien plus jeune de Lady Eugenia. 23. Belle, avec cette légère mélancolie qui rend les personnes très riches d'autant plus intéressantes. Des rumeurs de fiançailles clandestines avec un homme d'un rang inférieur avaient circulé dans les salons de Mayfair toute la saison. Elle ne niait rien, ce qui, bien sûr, confirmait tout. À 21h17 précise, au moment même où le valet de pied remplissait à nouveau la carafe en cristal du château l'Évangile et que la harpiste commençait le troisième mouvement de l'opéra, de Debussy, point danse sacré le calme de la maisonnée, fut brisé par un cri, rauque, aigu et indéniablement réel. Cela vient de la bibliothèque. En quelques secondes, le salon s'était vidé comme un furoncle percé. Les invités se sont déversés dans le long couloir, passant devant les miroirs aux cadres dorés et les portraits ancestraux, pour arriver dans la pièce d'où le cri avait jailli. Là, dans la faible lumière dorée des appliques, gisait la silhouette froissée de M. Hugo d'Orlan, un député prometteur, plus connu pour son charme que pour son efficacité législative. Sa tête reposait à un angle inhabituel contre le tapis perçant, ses membres de travers, comme s'il avait tenté de se relever ou de résister. C'était Madame Delaford qui avait crié. Elle se tenait près de la cheminée, la main gantée pressée, contre sa bouche horrifiée, les yeux écarquillés et vitreux sous le choc. Lord Marchmont, fils d'âge mûr de Lady Eugenia et maître du domaine en tout sauf en nom, entra dans la pièce avec toute la fureur d'une haute société offensée. « Bon Dieu, qu'on aille chercher un médecin !» hurla-t-il, même si un simple regard indiqua clairement qu'il ne serait pas nécessaire. Mais le médecin est arrivé accompagné de la police. L'inspecteur Colin Enderby de Scotland Yard, fraîchement promu et désireux de faire ses preuves, est arrivé dans l'heure. Après une première enquête, le verdict est tombé rapidement. M. Dorland était mort d'un empoisonnement, probablement administré dans sa boisson. Le verre de cognac près de sa main tendue contenait encore quelques centimètres de liquide rougeâtre, qui fut rapidement confisqué pour analyse. Plusieurs invités firent des déclarations. Lord Marchmont fulmina contre la réputation de la famille. Madame de la Ford, pâle et visiblement secouée, affirma être entrée dans la bibliothèque à la recherche d'un sac à main égaré. Mademoiselle Darcy, calme mais distante, affirma n'avoir pas parlé à M. Dorland depuis le dîner. Une seule remarque curieuse émergea de cette confusion. Lorsqu'on lui demanda si elle avait vu ou entendu quelque chose d'étrange avant de découvrir le corps, Madame de la Ford hésita. Elle sembla sur le point de dire quelque chose, puis changea d'avis. « Il n'y avait qu'un murmure, » dit-elle faiblement. En m'approchant de la porte, j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose. Juste quelques mots. Je n'ai pas bien saisi. Un murmure? L'inspecteur Enderby fronça les sourcils. Quel genre de murmure? Je ne sais pas. Elle fronça les sourcils. Quelque chose comme « il ne le sait pas encore ». Ou peut-être « elle ne le sait pas encore ». Je n'en suis pas sûr, mais je me souviens de ce ton.
Il était urgent, c'était juste passager, un murmure, un fragment, inutile. Du moins, c'est ce qu'Enderby pensait. Au matin, les tabloïds publiaient des titres sordides, une promesse du Parlement trouvée empoisonnée à Belgravia, avec des sous-titres faisant référence à des scandales, des suicides ou des assassins silencieux. La famille Marchmont se blottit dans une détresse silencieuse, derrière des rideaux tirés. C'est 2 jours plus tard, alors que l'affaire était au point mort et que la pression politique s'intensifiait, qu'une petite silhouette impeccablement vêtue descendit d'une voiture noire sur Pelham Crescent, ses moustaches cirées impeccables malgré le vent, ses chaussures en cuir vernies intactes malgré la poussière. « Monsieur Poirot ?» le salua l'inspecteur Enderby, sa poignée de main ferme mais nerveuse. « Merci d'être venu dans un délai aussi court. » Hercule Poirot inclina la tête. « Mais bien sûr, vous avez la gentillesse de me convoquer, inspecteur. » Quand j'ai entendu ce murmure, je n'ai pas pu résister. Un crime où la parole se cache derrière un souffle, c'est une chose très intéressante, non? Ernst Derby eut un sourire confus. Poirot jeta un long regard évaluateur à la maison avant d'entrer. « Dites-moi, monsieur, dit-il, à qui profite le plus la mort de monsieur Dorland, et qui, dans cette maison, craint ce qu'il a connu ?» Les yeux perçants du détective se tournèrent brièvement vers la poignée en laiton poli de la porte de la bibliothèque. « Commençons, » dit-il doucement, par le murmure qui n'était pas censé être entendu. Les chaussures cirées de Poirot ne firent aucun bruit lorsqu'il traversa le grand hall de la résidence Marchmont. L'endroit était décoré avec goût, quoique quelque peu étouffant par sa formalité. Tapis persans, panneaux de noyer sculptés, portraits de famille au cadre doré qui le fixaient d'un regard indifférent. Il s'arrêta brièvement au pied de l'escalier, inclinant la tête en un silence calculateur. Puis, saluant l'inspecteur Enderby qui le suivait de près, il se dirigea vers le salon où la famille et les invités restants avaient été conviés à se réunir. L'atmosphère était tendue par le malaise. Personne ne parla jusqu'à l'arrivée de Poirot. Et même là, c'était le silence des masques qu'on ajuste plutôt qu'un calme absolu. Lady Eugénia Marchmont était assise dans son fauteuil habituel à haut dossier, fragile silhouette d'ivoire, en crêpe noire. Elle tenait un mouchoir à la main, bien qu'elle n'eût pas pleuré. Son visage exprimait plutôt le calme distant de quelqu'un qui endure un opéra qu'elle ne pouvait quitter. À sa droite se tenait son fils, Lord Harold Marchmont, les bras croisés devant son costume croisé, le regard perçant et défensif. Il ressemblait à un homme à qui on avait ordonné de se taire, mais qui n'avait pas l'habitude d'être réduit au silence. Miss Célia Darcy était perchée sur la chaise longue près de la fenêtre, sa tête blonde penchée comme si elle écoutait une musique que personne d'autre n'entendait. Elle croisa brièvement le regard de Poirot, puis détourna les yeux. Un léger sourire narquois effleura ses lèvres, comme amusé par quelque chose d'intime. Ambrose Vane flânait près du bar, une main dans sa poche, l'autre jouant avec une cigarette qu'il n'avait pas allumée. Ses traits étaient lustrés par le charme, mais son col était trop serré, ses mouvements un peu trop rodés, et puis il y avait Madame Maureen de la Ford, posée, élégante, l'expression soigneusement empreinte d'inquiétude. Elle adressa un léger signe de tête à Poirot, le même que l'on adresse à un médecin juste avant qu'il ne pose un diagnostic qu'on n'est pas prêt à entendre. Poirot sourit aimablement et prit un siège qui lui avait été préparé. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix douce mais ferme, « merci d'être venus. Vous savez bien sûr pourquoi je suis venu. » Son regard les parcourut, pesant et mesurant chaque visage. « Vous pensez peut-être que l'affaire est simple. Un homme, M. Hugo Dorland, est retrouvé mort, empoisonné. Une tragédie, certes, mais peut-être ordinaire. Un rival jaloux, un adversaire politique, une femme méprisée. » Il marqua une pause. « Mais ce n'est pas si simple. Ça ne l'est jamais. Surtout quand il y a un murmure. » Quelques invités s'agitèrent à ces mots.
Poirot remarqua qui clignait des yeux, qui se raidissait, qui restait immobile. Lord Marchmont serra légèrement la mâchoire. Célia regarda par la fenêtre. Poirot se pencha légèrement en avant. « J'aimerais parler à chacun d'entre vous, un par un, s'il vous plaît. L'inspecteur Enderby et moi-même mènerons les conversations ici de manière informelle. Je vous demanderai de rester à proximité. » Enderby hocha la tête et Poirot fit un geste vers le canapé le plus proche. « Dame Eugénie, si je peux commencer par vous. » La vieille femme inclina la tête presque imperceptiblement. Sa voix, lorsqu'elle parvint, était sèche et lente. Monsieur d'Orlande était un invité, un ami des associés de mon défunt mari. Mon fils l'avait invité. Personnellement, je n'avais que peu de relations avec cet homme. Je le trouvais ambitieux. « L'ambition, dit Poirot pensivement, peut être une belle qualité, quand elle est tempérée par l'intégrité, rétorqua-t-elle sèchement. Poirot inclina la tête. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de M. d'Orland ce soir-là? J'étais fatigué. J'ai pris ma retraite avant l'incident. Avant de prendre votre retraite, lui avez-vous parlé? Un bref échange. Il m'a dit qu'il soumettait un nouveau projet de loi au Parlement. Un projet de loi relatif aux valeurs mobilières et aux participations étrangères. Je n'y ai guère prêté attention. Mon esprit, monsieur Poirot, n'est plus à l'écoute de ce genre de choses. » Poirot hocha légèrement la tête, puis se retourna. « Lord Marchmont, s'il vous plaît. » Harold Marchmont prit la présidence avec un mélange de formalités militaires et de disponibilité politique. D'Orland était un invité, oui. Je l'ai invité parce qu'il était une étoile montante. Je ne partage pas toutes ses positions, mais il était intelligent et influent. C'était une association mutuellement bénéfique. Poirot joignit les mains. Étiez-vous au courant d'une quelconque inimitié entre lui et les autres personnes présentes ce soir-là? Harold fronça les sourcils. Non, il a flirté avec Célia, comme tout le monde, et il a eu des mots acerbes avec Venn, à propos d'un plan d'investissement qui a mal tourné. Mais rien de grave. Poirot nota une petite note dans son esprit. Et Madame de la Ford, ou Mademoiselle Darcy? Harold hésita. Célia est trop intelligente pour se laisser avoir par quelqu'un comme d'Orland. Quant à Madame de la Ford, son regard parcourut la pièce. Elle fait partie de la famille. Elle fait tourner les choses. Une bénédiction pour ma mère. Poirot sourit doucement. Merci. Mademoiselle Darcy, s'il vous plaît. Célia traversa la pièce avec une grâce insouciante que seules les personnes très belles ou très insouciantes pouvaient posséder. Elle ne s'assit pas, mais resta debout près de la cheminée. « Je ne l'ai pas tué, monsieur Poirot. Au cas où ce serait la prochaine question. »« Ah !» dit Poirot en souriant. « Vous avez un pas d'avance sur moi, mademoiselle. Alors peut-être me permettrez-vous de faire quelques pas pour me rattraper. » Célia pencha la tête. « Hugo, d'Orland flirtait avec tout ce qui bougeait. Il était intelligent, arrogant et secrètement terrifié par l'ordinaire. Je ne l'aimais pas, mais je ne l'ai pas empoisonné. Tu lui as parlé ce soir-là? Brièvement. Il a essayé de me coincer après le dîner. Il m'a demandé si je reconsidérais sa demande en mariage. Je lui ai dit que je préférerais épouser un mannequin de tailleur. Poirot hocha la tête. Et après, je suis allé au conservatoire pour l'éviter. Seul, elle esquissa un léger sourire. Si j'avais été avec quelqu'un, j'imagine que je ne te l'aurais pas dit. Mais oui, seul. Poirot laissa cela de côté. Merci, mademoiselle. Et maintenant, monsieur Venn. Le sourire d'Ambrose Venn était éclatant. Je suppose que je suis le suspect évident. On s'est disputé. Mais bon, montre-moi quelqu'un, Hugo. N'a pas discuté avec. Quelle était la nature de votre désaccord? Finance. Il s'est retiré d'un investissement commun. Rien d'illégal, juste de la malhonnêteté. C'est moi qui paye la note. Et comment as-tu réagi? L'expression de Venn se durcit momentanément. Je lui ai fait savoir que je n'étais pas content. Poirot le regarda d'un air neutre. Tu l'as menacé, je avertis lui. Mais le poison, ce n'est pas mon genre, monsieur Poirot.
« Et quel est votre style, monsieur » Veine gloussa. « Négociation, incitation, effet de levier. » Poirot ne dit rien, mais ses yeux fixèrent l'homme un instant plus longtemps que nécessaire. Enfin, Madame de la Forde s'assit à ses côtés. Ses manières étaient opposées, mais Poirot en remarqua la prudence. Ses mains reposaient parfaitement sur ses genoux, son regard ne s'attardait jamais trop longtemps sur quoi que ce soit. « J'ai trouvé le corps, » dit-elle doucement. « Je cherchais mon sac à main. Je l'avais laissé près de la cheminée. »« Oui, » dit Poirot, « et tu as entendu un murmure. » Elle hocha la tête. C'était doux, presque comme un souffle, mais je suis certaine que c'était réel. Et les mots, j'y ai pensé maintes fois. Je n'en suis toujours pas sûr. Elle ne sait pas encore. Ou peut-être, il ne sait pas encore. Ça a disparu en un instant. Poirot hocha la tête, mais ses yeux étaient ailleurs, fixés sur le verre vide à côté de la cheminée. Les entretiens terminés, la salle se vida peu à peu. Les invités se dispersèrent dans leurs appartements, ou dans le couloir, l'air lourd se levant légèrement. Poirot se tenait dans le salon désormais silencieux, le regard perdu dans le vide. Enderby le rejoignit. « Qu'en penses-tu » Poirot se tapota la tempe. « Il y a quelque chose qui cloche. Quelqu'un m'a dit la vérité, mais Pastouse, c'est comme un miroir avec une fine fissure, subtile, mais si on regarde assez longtemps, on voit qu'elle brise tout. » Il se dirigea vers la bibliothèque. Et là, mon ami, c'est là que le murmure attend encore d'être compris. Enderby fronça les sourcils. « Tu crois vraiment que c'est la clé ?» Les moustaches de Poirot se contractèrent. « Je pense, » dit-il doucement, « que c'est tout. » La bibliothèque avait été dépoussiérée et rangée depuis le meurtre, mais Poirot y sentait encore une certaine inquiétude, comme un patient sortant de chirurgie et incertain de sa santé. Le large tapis avait été remplacé. Le précédent, taché par la posture finale malheureuse d'Hugo d'Orlan, avait été retiré pour être nettoyé, même si Poirot soupçonnait qu'il ne reviendrait jamais. Les étagères abritaient encore leur rang de volumes sobres, des ouvrages reliés en cuir sur la diplomatie, l'économie et l'histoire européenne, mais aucun d'eux ne pouvait raconter ce qui s'était passé entre eux. Ils se tenaient au centre de la pièce et se tournaient lentement sur place, les bras croisés derrière le dos. « Dites-moi, inspecteur, » dit Poirot sans regarder Enderby, « où a été trouvée la carafe de brandy ?»« Sur cette table d'appoint, » répondit Enderby en désignant le fauteuil en velours vert le plus proche du feu. Il était encore à moitié plein quand nous sommes arrivés. Le verre de Dorland était par terre à côté de lui, là où il l'avait laissé tomber. Poirot se dirigea vers la table d'appoint et examina l'espace avec une attention méticuleuse. Il n'y avait qu'un seul verre? Oui, tous les autres étaient dans le salon. Celui-ci a dû être amené séparément. Le regard de Poirot parcourut le tapis. Et pas d'empreinte? Pas de taches? Nettoyé, essuyé. On pense qu'il a été poli après que Dorland y ait bu, ou alors il l'a manipulé avec des gants. Poirot secoua légèrement la tête. Non, Dorland n'était pas du genre à porter des gants à l'intérieur, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui a servi à boire. Ils ont peut-être utilisé un mouchoir. Enderby nota cela dans son carnet. Tu crois que c'était délibéré, alors? Poirot haussa un sourcil. Mon cher, les accidents ne se murmurent pas. Quelqu'un a servi ce verre et a attendu que Dorland soit seul. Le poison lui était destiné précisément. Et quelqu'un a veillé à ce que la scène soit... comment dire propre. Il se tourna vers la cheminée et caressa le marbre du manteau d'un doigt ganté. Parlez-moi des invités partis tôt. Enderby consulta son carnet. Un seul, techniquement. Monsieur Philip Ames, un avocat. Il prétendait avoir un rendez-vous à Oxford le lendemain matin. Il est parti juste avant 10 heures, avant l'appel, de la police. Poirot haussa les sourcils. Avant l'arrivée de la police, il a prétendu ne pas avoir entendu le cri. Il a dit qu'il était dans le couloir en train de parler de son manteau avec un valet de pied. Et personne ne l'a vu près de la bibliothèque. Personne ne l'a confirmé. Poirot murmura quelque chose en français, puis se dirigea vers la porte du couloir. Et ce murmure?
Où, précisément, madame de Laford a-t-elle dit l'avoir entendu? Devant la porte de la bibliothèque. Elle a dit qu'elle s'en approchait par le couloir probablement juste avant de trouver le corps. Poirot s'agenouilla et examina le bas de la porte, inclinant la tête. Puis il se releva, satisfait. Un murmure à travers une porte fermée est rarement distinct, dit-il. Mais si la porte était entr'ouverte, si quelqu'un venait de s'échapper, cela aurait du sens. Celui qui parlait croyait la pièce encore vide. Ou peut-être ne s'attendait-il pas à ce que quelqu'un à proximité l'entende. Il retourna vers le foyer, tapant du pied pensivement. « J'ai observé quelque chose chez vos suspects, » dit Poirot les yeux plissés. Chacun d'eux arbore un visage, une performance. Mademoiselle Darcy feint l'indifférence. Lord Marchmont joue l'héritier efficace. Monsieur Vane essaie de séduire. Mais c'est Madame de Laford qui m'intéresse le plus. Enderby pencha la tête. Parce qu'elle a trouvé le corps? Non. Parce qu'elle nous a murmuré quelque chose. Il se tourna vers l'inspecteur. Réfléchis, mon ami. Tu trouves un corps empoisonné. C'est le choc. La plupart crieraient à l'aide, s'effondreraient, fuiraient. Mais elle ne fait rien de tout cela. À la place, elle rapporte avoir entendu un murmure. Une phrase vague et incertaine. Elle aurait pu l'inventer, a déclaré Enderby. Peut-être, ou peut-être est-ce vrai, et elle ne nous en a donné qu'une partie. Enderby fronça les sourcils. Pourquoi garderait-elle le reste? Ah, dit Poirot en levant un doigt, parce que le reste pourrait incriminer quelqu'un qu'elle cherche à protéger, ou peut-être elle-même. Il se tourna alors, faisant un geste vers la porte. Interrogeons le personnel. J'aimerais savoir ce que les domestiques ont observé cette nuit-là. Et je souhaite parler au valet de pied qui a récupéré le manteau de M. Ames. Le rez-de-chaussée de la résidence Marchmont était un univers à part, raffiné et discret. Poirot fut conduit au salon par une gouvernante à l'air impérieux et dédaigneux, comme si chaque meurtre commis à l'étage était un inconvénient pour son emploi du temps. En quelques minutes, Poirot se retrouva dans le modeste office, assis, en face du valet de pied, un jeune homme maigre et pâle aux oreilles trop grandes pour son visage étroit. « Votre nom, s'il vous plaît. »« George, monsieur. George Withers. Vous étiez dans le couloir vers 10 heures, n'est-ce pas? »« Oui, monsieur. Monsieur Ames a demandé son manteau. Je l'ai aidé à le retrouver. Il était un peu pressé. Il avait l'air nerveux, effrayé. » Le garçon hésita. Il semblait distrait. Il regardait fixement vers l'escalier. Il a demandé si quelqu'un avait vu M. Dorland. Je lui ai dit que je pensais que M. Dorland était à la bibliothèque, mais je n'en étais pas sûr. Les yeux de Poirot brillèrent. « Monsieur Ames est-il allé dans cette direction ?»« Non, monsieur. Pas à ma connaissance. Il est parti juste après. » Poirot hocha légèrement la tête. « Et quelqu'un d'autre que vous avez vu près de la bibliothèque ?» Georges fronça les sourcils. « Mademoiselle Darcy est passée quelques minutes plus tôt. Elle n'a rien dit. Elle s'est simplement dirigée très silencieusement vers la véranda. Je l'ai vue entrer. Les portes sont vitrées. On peut voir les formes à l'intérieur. » L'intérêt de Poirot s'accrut. « Et elle était seule ?» Georges hocha la tête. « Pour autant que je sache. » Poirot remercia le garçon et prit note. Il remonta l'escalier, pensif et silencieux. Lorsque Enderby le rejoignit en haut de l'escalier, Poirot hocha la tête avec satisfaction. « Nous sommes plus proches. Le murmure n'était pas fortuit. La direction du regard, le moment du départ, le désintérêt trop artificiel, c'est une tapisserie qui commence à dévoiler ses motifs. »« Et ensuite ?» demanda Enderby. Le regard de Poirot se porta une fois de plus vers le salon. « Maintenant, mon ami, on réinterviewe, mais différemment cette fois. Pas comme il sait, pas ce qu'il s'est entendu, mais ce qu'il savait, et pourtant j'ai fait semblant de ne pas le faire. » Ils retournèrent au rez-de-chaussée. Cette fois, Poirot appela d'abord Madame de Laford. Elle entra dans la pièce, calme comme toujours, mais son regard trahissait une lueur d'incertitude. « Vous avez dit avoir entendu un murmure, madame, » dit doucement Poirot.
Mais je me demande si c'était vraiment un murmure, ou as-tu entendu un fragment de conversation? Le sang-froid de Madame de la Forde vacilla une demi-seconde. Poirot le remarqua avec satisfaction. Je t'ai dit ce dont je me souviens. Mais la mémoire est une chose étrange, dit doucement Poirot, surtout quand elle protège celui qui la détient. Elle ne répondit pas, mais il vit ses doigts se resserrer sur la soie de sa jupe. Et que dire de la visite de M. Dorland? La veille? Demanda-t-il soudain. Elle cligna des yeux. Quelle visite? Ah, dit Poirot avec un léger sourire. Vous voyez, je n'ai pas dit ça. Était une visite. Mais il y en a eu une, n'est-ce pas? Un battement. Puis, un hochement. De tête réticent. Il m'a interrogé sur Célia, dit-elle. Il m'a demandé si Lady Eugénia s'opposerait à une union. Le regard de Poirot s'adoucit. Et qu'as-tu dit? Je lui ai dit que ce serait imprudent, que Célia ne s'installerait jamais, et que Dame Eugénia n'approuverait. Jamais. Est-ce qu'il t'a menacé? Non. Mais il était en colère. Je pense qu'il savait que j'avais raison. Il est parti. Bouleversé. Poirot hocha la tête. Et puis, madame, la nuit suivante, il meurt. Madame de la Forde se leva. Je ne l'ai pas empoisonné, monsieur Poirot. Non, dit-il doucement. Mais tu sais qui l'a fait. Ou du moins, tu le soupçonnes. Elle ne n'y a pas. Au lieu de cela, elle se retourna et quitta la pièce, son silence plus pesant que n'importe quelle confession. Poirot se tourna vers Enderby. Elle n'est pas la tueuse. Mais elle a entendu plus qu'un murmure. Elle a entendu une vérité, peut-être à propos de Célia, ou peut-être à propos d'autre chose. Il se dirigea à nouveau vers la bibliothèque d'un pas régulier. La clé, mon ami, murmura-t-il, n'est pas seulement dans ce qui a été murmuré, mais dans pourquoi c'était un murmure du tout. Poirot se tenait sous l'arcade séparant le salon du couloir, le regard fixé sur un vase de pivoine blanche posé sur une console ancienne. Ce n'étaient pas les fleurs qu'il observait, mais leur disposition, précisément symétrique, délibérément centrée, et pourtant quelque chose dans le tableau lui semblait subtilement incorrect. Non pas dans la forme, mais dans l'impression. La symétrie, inspecteur, dit-il doucement à Enderby à côté de lui, est souvent le dernier refuge de l'esprit coupable. Quand le chaos envahit, certains cherchent le contrôle par des moyens triviaux. Enderby suivit son regard, les sourcils froncés. « Tu crois que quelqu'un a déplacé ce vase? Je pense, répondit Poirot, que quelqu'un s'efforce de faire en sorte que tout paraisse parfait. Il se retourna brusquement. Nous reparlerons à mademoiselle Darcy. Célia Darcy n'était pas dans le salon, mais dans la véranda, debout près d'une grande fenêtre, tandis que la lumière se déversait sur son chemisier en soie pâle. Les vitres derrière elle captaient la lumière printanière et la faisaient paraître presque spectrale, translucide, telle une silhouette qu'on pourrait imaginer sans la toucher. Elle ne semblait pas surprise de les voir. « Vous êtes revenu ?»« Pour m'interroger à nouveau, monsieur Poirot ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Interroger ?» Poirot eut un léger rire. « Non, mademoiselle. Observez. La vérité, je trouve, ne réside souvent pas dans les mots, mais dans les espaces entre eux. » Elle se retourna alors, le visage obscurci par la lumière derrière elle. « Je t'ai dit tout ce que je savais. » Poirot inclina la tête. « Oui, mais je voudrais vous interroger sur M. Dorland. Vous m'avez dit qu'il vous avait proposé quelque chose, peut-être pas le mariage, mais quelque chose obligatoire, n'est-ce pas? »« C'est vrai, » dit-elle calmement. « Il me trouvait pratique, décorative. Il supposait que je sauterais sur l'occasion d'épouser un futur ministre. Tu as refusé. Bien sûr, je ne suis pas à vendre. » Poirot croisa les mains. Pourtant, tu lui étais resté en compagnie. J'ai fréquenté des gens pires, répondit-elle catégoriquement. Dites-moi, demanda Poirot. La nuit du meurtre, vous êtes allé au conservatoire. Combien de temps y êtes-vous resté? Elle haussa les épaules. 20 minutes, peut-être. J'ai observé le jardin. Je me suis demandé si je devais m'enfuir à Paris. Ça m'arrive. Vous avez été vu, dit Poirot d'un ton doux.
par un valet de pied. Il prétend que vous étiez seul, mais les portes de la véranda sont vitrées, n'est-ce pas? Elle soutint son regard sans broncher. C'est vrai. Poirot fit un pas en avant. Alors pourquoi as-tu regardé derrière toi en entrant? Célia cligna des yeux une seule fois. Un muscle de sa mâchoire se tendit. Vous hésitez, dit doucement Poirot, parce que vous n'étiez pas seule, mademoiselle. Quelqu'un vous suivait, ou vous attendait déjà. Elle ne dit rien, mais son silence n'était pas un déni. Poirot insista. Est-ce qu'Hugo d'Orlan est venu vous voir? Non. Alors qui l'a fait? Une autre pause, puis, d'une voix dénuée de toute affectation, Philippe Hamès. Poirot jeta un coup d'œil à Enderby. L'avocat? Elle hocha la tête. Il est venu au jardin d'hiver, a-t-elle poursuivi. Il a dit qu'il avait besoin de me parler, qu'il était inquiet. Concerné? Il a dit que Dorland était impliqué dans une affaire dangereuse, financièrement. Il n'a pas donné de détails. Juste que quelqu'un, un investisseur ou un rival, commençait à désespérer. Est-ce qu'il a nommé quelqu'un? Non. Tu l'as cru? Elle hésita encore. En partie. Philippe est quelqu'un d'inquiet. Il l'a toujours été. On s'est connus enfant. Il n'a jamais vraiment grandi. Poirot sourit à cette remarque étrange, mais la laissa passer. Est-ce qu'il avait l'air nerveux? Oui, il n'arrêtait pas de surveiller le couloir. Il a dit qu'il partirait tôt. Il m'a demandé si je pouvais parler à dame Eugénia en son nom, au sujet d'un fonds qu'il gérait. Le timing était étrange. Poirot assimila la réponse. « Et tu ne l'as pas mentionné plus tôt? Je ne pensais pas que c'était pertinent. » C'est pourtant, nous voyons maintenant que M. Ames avait des raisons de parler à Dorland et de partir avant que le corps ne soit retrouvé. Célia se redressa. « Tu crois qu'il a tué Hugo ?» La voix de Poirot était douce. « Je pense qu'il voulait éviter ce qu'Hugo allait révéler. » Célia croisa les bras. Ou peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas se retrouver dans une telle situation. Poirot s'inclina légèrement. « Merci, mademoiselle. » De retour dans le couloir, Enderby murmura. Alors maintenant, l'avocat passe au centre de la scène. Poirot resta silencieux un instant. Il a été le seul à partir avant l'arrivée de la police. C'est rare. L'instinct des innocents est de rester, de se défendre. La fuite est révélatrice. Ils retournèrent dans le hall et demandèrent à ce que l'on retrouve M. Philip Ames. Il n'était pas revenu chez les Marchmont depuis la nuit de l'incident, mais avait laissé ses coordonnées au majordome. Un bref appel téléphonique confirma sa présence à son appartement de Kensington, et non sans réticence, accepta de les rencontrer. 1 heure plus tard, Poirot et Enderby étaient assis en face de lui dans un salon austère et de bon goût. Ames, un homme mince et sans couleur, dont la voix était à peine plus qu'un murmure, semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. « J'ai entendu dire que vous posiez des questions sur moi, » dit-il sans préambule. « En effet, » dit Poirot, « vous avez quitté la maison des Marchmont très tôt le soir de la mort de M. Dorland. J'avais un train à prendre, une consultation juridique anticipée. » Poirot n'insista pas. « Vous avez parlé à mademoiselle Darcy dans la véranda. » Ames baissa les yeux. « Oui. » « Tu lui as dit que Dorland était en danger. » Les doigts d'Ames se crispèrent sur la coudoir de son fauteuil. Il l'était. De qui? Un long silence. Poirot attendit. Finalement, Ames expira. Il était impliqué dans quelque chose que je ne pouvais cautionner. Un délit d'initié. Il usait de son influence politique pour influencer les marchés. Je l'ai prévenu. Je lui ai dit d'arrêter. Il a ri. Il a dit que tout le monde faisait ça. Et tu avais peur d'être exposé? Je ne voulais pas être associé à lui. J'avais travaillé avec lui sur quelques projets initiaux, des projets propres, mais il allait trop loin. Poirot pencha la tête. L'avez-vous affronté ce soir-là? Non, j'allais le faire, mais quand j'ai vu la tension dans la maison, l'ambiance, je suis parti. Je ne pouvais pas rester. Vous êtes parti avant que le corps ne soit retrouvé. Je n'avais pas entendu le cri.
Je le jure. Poirot se leva. Vous ne mentez pas bien, monsieur, mais je ne pense pas que vous soyez un tueur. Ames leva les yeux, surpris. Vous craignez le scandale, mais vous n'avez rien fait. C'est votre habitude, n'est-ce pas? L'homme déglutit difficilement. Oui. De retour dans le hall de Marchmont, Enderby soupira. Encore une impasse? Non, répondit Poirot. Un rétrécissement du chemin. Le tueur n'a pas paniqué. Il avait planifié. Il est resté. Il se tourna soudain vers le grand escalier. Il y a une personne que nous n'avons pas encore pleinement interrogée, celle qui ne quitte jamais son poste, qui est au courant de chaque mouvement dans la maison. Enderby parut perplexe. La gouvernante? Poirot hocha la tête. Voyons ce que Miss Bolter a observé. Mademoiselle Millicent Bolter était mince, efficace et plus perspicace qu'une punaise laissée sur une chaise. Elle les accueillit dans le couloir de service d'un hochement de tête sec, celui de quelqu'un qui considérait les interruptions comme une forme de violence. « Je suppose que... Vous voudrez savoir qui est allé où, quand et avec qui, dit-elle sèchement. « C'est tout à fait ça. » dit Poirot en souriant. Elle consulta un petit carnet qu'elle gardait sur une chaîne à sa hanche. Monsieur Dorland a quitté le salon peu avant 9 heures. Seul, il a demandé la bibliothèque. Je l'ai accompagné moi-même. Quelqu'un d'autre a suivi? Oui. Madame Delafort 10 minutes plus tard. Puis mademoiselle Darcy. Lord Marchmont s'attarda un instant dans le couloir, regarda vers la bibliothèque, mais n'y entra pas. Et monsieur Ami? Il était près du bureau en train de se regarder dans un miroir. Je ne plaisante pas. Le sourire de Poirot s'élargit. Bien sûr que non. Mademoiselle Bolter le regarda d'un air perspicace. Ce qui m'a frappé en revenant après le cri, c'est que la porte de la bibliothèque était entr'ouverte. Elle est généralement fermée. Ça m'a fait penser que quelqu'un était parti précipitamment. Poirot hocha lentement la tête. Un murmure s'échappa tandis que la porte se refermait. Peut-être? Il se retourna. Merci, mademoiselle Bolter, vous avez été redoutable. Elle renifla. En partant, Enderby fronça les sourcils. Et alors, où est-ce que ça nous mène? Le regard de Poirot était lointain. Cela nous laisse, a-t-il dit, avec quelqu'un qui avait prévu de tuer Dorland, mais pas à cause de la politique, du scandale ou de l'argent. Il regarda vers le salon. C'était personnel, dit-il doucement, intime. Et ce murmure n'était destiné qu'aux morts. Poirot resta silencieux, tandis qu'il redescendait les marches de la résidence Marchmont avec l'inspecteur Enderby. L'air vif de Londres embaumait le léger parfum des roses des haies bordant l'allée, mais Poirot semblait impassible. Il marchait lentement, les mains derrière le dos, plongé dans ses pensées. Au bout du chemin, il marqua une pause, se tourna vers Enderby et dit doucement « Il y a une question que nous n'avons pas posée parce qu'elle est la plus évidente, et donc la plus dangereuse. » Enderby cligna des yeux. « Quelle est cette question? OMS invitait Hugo Dorland à la maison ce soir-là ?» L'inspecteur fronça les sourcils. « Lord Marchmont, sans doute. Il l'a dit. »« Oui. Mais Lord Marchmont est un homme habitué à parler au nom des autres. Il a peut-être dit... » C'est vrai, mais était-ce vraiment son idée? Ils rentrèrent dans la maison et demandèrent à revoir Lord Marchmont. Il les accueillit avec une cordialité raffinée qui était devenue, pensa Poirot, un bouclier autant qu'une manière. Il se tenait près de la cheminée, un bras posé sur le manteau de marbre. « Je suppose que ce n'est pas une visite sociale, a-t-il déclaré. « Non, milord, répondit Poirot d'un ton affirmatif. « Une simple précision. Vous avez mentionné avoir invité M. Dorland à la fête. Puis-je vous demander pourquoi? » L'expression d'Harold Marchmont resta inchangée. C'était une connaissance politique. Je l'avais rencontré à plusieurs occasions. Il s'était montré intéressé par les œuvres caritatives de notre famille, les œuvres de charité de ma mère. J'ai jugé poli de lui lancer une invitation. Et pourtant, dit Poirot, il n'était pas assis près de vous pendant le dîner. Vous ne lui avez pas beaucoup parlé non plus ce soir-là. Je voulais qu'il se sente le bienvenu, pas interrogé.
Ta mère a-t-elle approuvé l'invitation? Elle m'a laissé gérer ces questions. Poirot fit un pas en avant, où quelqu'un demandait « Tu veux l'inclure ?» Un scintillement presque imperceptible passa sur le visage de Marchemont. Le ton de Poirot était doux, voire bienveillant. « Vous êtes un homme qui a des responsabilités, monseigneur. Une mère à protéger, une réputation à défendre. Peut-être un proche a-t-il demandé que M. d'Orlan soit invité, et vous avez accepté sans en connaître toutes les raisons. » Harold serra les mâchoires. Il détourna le regard vers la grande fenêtre et la lumière printanière qui brillait au-delà. « C'était Célia, » dit-il enfin. Poirot inclina la tête. « Merci, c'est très utile. » De nouveau dans le couloir, Enderby murmura « Alors, Célia a invité d'Orlan après avoir refusé sa proposition. Les gens font des choses étranges quand ils essaient de prouver qu'ils ont le contrôle, » répondit Poirot. « Mais cela nous apprend quelque chose de plus essentiel. Elle recherchait il, était dans la maison. Pas pour se réconcilier, pour être témoin de quelque chose peut-être, ou pour affronter quelque chose. » Ils retournèrent au salon, où Célia Darcy était désormais assise seule, blottie dans un fauteuil à haut dossier, un livre sur les genoux qu'elle ne lisait pas. Elle leva les yeux avec le même calme réservé. « Tu as parlé à mon cousin, » dit-elle sans qu'on lui demande. « En effet. Et j'ai une dernière question, mademoiselle. Pourquoi avez-vous invité M. d'Orlan ?» Elle ferma lentement le livre, pour voir par lui-même ce qu'il avait perdu. Une question de fierté? Non, c'est une question de clôture. Poirot s'approcha. « Saviez-vous qu'il était impliqué dans une affaire malhonnête? » « Oui, Philippe me l'a dit, je m'en fichais. Ce n'était pas ce qu'est les genres de trahison dont je voulais qu'il soit témoin. » « Et alors ?» Elle détourna le regard. « Je voulais qu'il voie que je n'avais pas besoin de lui, qu'il ne m'avait pas brisé. » Poirot l'observa. « Mais ce n'est pas tout. Tu l'as invitée, et tu l'as prévenue, n'est-ce pas? Elle n'a rien dit. Tu lui as murmuré quelque chose dans la bibliothèque, dit-il doucement. Avant l'arrivée de Madame de la Ford, tu as dit « elle ne le sait pas encore », ou peut-être « il ne le sait pas encore », des mots qui lui étaient destinés, sans savoir que Madame de la Ford était à proximité. Les lèvres de Célia s'entr'ouvrirent légèrement. « C'est vous, » dit Poirot, non sans gentillesse, « qui nous avez donné l'indice. » Elle baissa les yeux vers le livre posé sur ses genoux, puis détourna le regard. Je l'avais prévenue pour Madame de la Ford, qu'elle savait quelque chose, ou qu'elle était sur le point de le découvrir. Qu'est-ce qu'elle a failli découvrir? À ces mots, Célia hésita un long moment. Puis, avec une lente assurance, elle dit « Cet Hugo la faisait chanter. » Enderby se pencha en avant. « Du chantage? Pourquoi? » « Elle s'occupait des fiducies Marchemont, » dit Célia d'une voix douce. « Elle n'est pas de la famille, mais elle pourrait l'être. Elle gère les comptes depuis des années. Hugo savait quelque chose, une erreur de manipulation ou une mauvaise répartition. Je n'ai jamais su les détails, mais il m'a dit qu'elle paierait cher pour garder le secret. C'est pourquoi je l'ai prévenue, parce que je ne voulais pas qu'il la force. » Poirot était immobile. « Et pourtant il l'a fait, » murmura-t-il. « Il est allé trop loin. » Célia se leva, la voix soudain ferme. « Tu crois que Maureen l'a tué? »« Je pense, » dit prudemment Poirot, « que quelqu'un l'a fait, et que quelqu'un a compris l'habitude d'alcool d'Hugo. Son arrogance. Quelqu'un qui le voyait non seulement comme une menace, mais comme le symbole de quelque chose de plus profond. Un schéma. » Célia secoua la tête. Elle n'en est pas capable. Poirot sourit faiblement. Même l'âme la plus douce, mademoiselle, peut devenir dangereuse lorsqu'elle est acculée. Il se tourna vers Enderby. Il faut qu'on reparle à Madame de la Ford. Elle fut appelée hors de ses appartements. Lorsqu'elle entra dans le salon, elle paraissait plus calme que jamais. Ses cheveux argentés parfaitement coiffés, sa bouche serrée, comme si elle exprimait une maîtrise habituelle. Poirot désigna la chaise en face de lui. « Madame, je dois vous reparler de cette nuit-là. Vous êtes entrée dans la bibliothèque pour récupérer votre sac à main. C'est ce que vous avez dit. C'est la vérité. »« Ah,
Mais est-ce que tout est vrai? Elle détourna le regard. Poirot insista, doucement. On vous faisait chanter, n'est-ce pas? Un long silence. Puis, doucement, elle hocha la tête. Il a trouvé une anomalie. Une petite. Il y a des années. Je l'ai corrigée. Mais il avait des archives. Il a menacé de me dénoncer. Et tu as payé? Pendant un moment. Puis j'ai arrêté. Je lui ai dit que je ne céderais plus. Il a ri. Il a dit qu'il ruinerait tout. Ma réputation, la confiance de dame Eugénia. Tout. Le ton de Poirot était doux. Tu étais dans la pièce quand il est mort. Elle le regarda fixement. Vous êtes arrivé alors qu'il buvait, dit Poirot. Vous avez parlé. Vous l'avez supplié de ne pas aller jusqu'au bout. Peut-être même l'avez-vous prévenu. Mais il a refusé. Il était suffisant, arrogant. Et puis il s'est détourné de vous. Vous en aviez l'occasion. Non, dit-elle d'une voix rauque. Je ne l'ai pas empoisonné. Alors qui l'a fait? Elle secoua la tête. Je ne sais pas, mais ce n'était pas moi. Poirot se rassit, les doigts croisés. Enderby a demandé. Pouvons-nous vérifier ses mouvements après qu'elle ait quitté la bibliothèque? On peut essayer, dit Poirot. Mais je la crois, sur un point, elle n'a pas mis le poison dans le verre. Il se leva. Mais quelqu'un l'a fait. Quelqu'un qui connaissait la maison, le timing. Quelqu'un qui savait quand Dorland serait seul et qui allait ensuite chuchoter pour dissiper les soupçons. Enderby parut perplexe. Tu crois que ce murmure a été lancé délibérément? Pas le murmure de Madame de Laforde. Le vrai, le seul. Dorland entendu avant de mourir. Poirot leva les yeux vers le palier du 2e étage. Il y a une personne, dans cette maison, qui voit tout, qui orchestre les fils invisibles du mouvement, qui sait qui était où et quand, à qui on fait entièrement confiance. Enderby le fixa. La gouvernante? Mademoiselle Bolter? Les yeux de Poirot se rétrécirent. Discutons encore une fois, dit-il doucement, avec la femme qui se tient toujours juste à l'extérieur de la pièce. Miss Millicent Bolter se retrouva exactement là où Poirot l'attendait, en train de surveiller l'inventaire du linge, dans l'étroit couloir de service, près de l'escalier principal. Elle portait son habituel chignon sévère et son chemisier monochrome, et leva les yeux avec une expression oscillant, entre curiosité et légère irritation. « S'il s'agit des compositions florales, Monsieur Poirot, dit-elle sans le saluer, je vous assure que j'ai déjà remplacé les pivoines fanées. » Poirot s'inclina doucement. « Non, mademoiselle, mon appréciation pour votre rigueur esthétique reste intacte. Mais aujourd'hui, je recherche un ordre qui ne se mesure pas en pétales. » Mademoiselle Bolter haussa un sourcil, mais une légère expression d'amusement apparut sur ses lèvres. « Je suppose que vous êtes venu pour le meurtre. »« Justement, dit Poirot, j'aimerais vous parler en privé. » Elle hocha vivement la tête et le conduisit, ainsi que l'inspecteur Enderby, dans un petit salon réservé aux cadres, supérieur de la maison. Les murs étaient dépouillés, le mobilier sobre, mais l'espace était impeccable, comme si chaque surface avait été récemment nettoyée par des mains invisibles. Mademoiselle Bolter était assise, le dos droit, et posée. Que voulez-vous savoir? Poirot prit place en face de lui et l'observa longuement. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette maison? 27 ans. Vous connaissez intimement la famille. Je connais leurs habitudes, leur caractère et leurs secrets, aussi bien que n'importe quel étranger est autorisé à le faire. Poirot inclina la tête. Alors vous savez aussi qui va et vient, ce qui bouge, ce qui ne bouge pas. Elle soutint son regard d'un air neutre. Je le veux. Poirot joignit les doigts. Alors, dites-moi, mademoiselle, qu'avez-vous remarqué le soir de la mort de M. Dorland? Une pause. Pas une hésitation, mais une réflexion. J'ai remarqué que les mains de Madame de Laforde tremblaient en sortant de la bibliothèque, dit-elle. Que Mademoiselle Darcy était rentrée au salon plus tard qu'elle ne le prétendait. Que Lord Marchmont était plus bouleversé que ne le justifiait la mort d'un simple invité, et que la carafe à cognac avait été légèrement repositionnée après le retrait du corps. Les yeux de Poirot brillèrent. « Très bien. Et avez-vous remarqué autre chose?
Quelque chose qui n'avait aucun sens? Oui, dit-elle. J'ai remarqué que le verre de M. Dorland, bien qu'à moitié rempli, était le seul exposé dans la bibliothèque, et qu'il avait déjà été versé avant son arrivée. Poirot se pencha en avant. Tu en es sûr? J'ai préparé la bibliothèque pour la soirée, comme toujours. Nettoyée, rangée, une carafe propre et 2 verres. Je les ai placés à côté de la carafe sur la table d'appoint. À mon retour, un verre avait été utilisé et l'autre manquait. Enderby se redressa. Disparu? Elle hocha la tête. J'ai cherché. J'ai supposé que quelqu'un l'avait déplacé pour le nettoyer, mais aucun membre du personnel n'a signalé y avoir touché. La voix de Poirot était calme. Et le verre qui restait, était-ce celui le plus proche de la carafe ou le plus éloigné? Celui qui est le plus loin. Poirot se pencha lentement en arrière. Alors, quelqu'un a utilisé le premier verre avant l'arrivée de Dorland. Il l'a laissé, peut-être essuyé, et a retiré le second, après avoir versé son verre. Le verre empoisonné. Enderby murmura, ce qui veut dire que Dorland n'a pas servi le verre lui-même. Quelqu'un l'a laissé attendre. Mademoiselle Bolter hocha légèrement la tête. Exactement. Poirot resta silencieux un instant. Puis il dit, « Mademoiselle, je dois vous poser une question difficile. Croyez-vous que quelqu'un dans cette maison soit capable de meurtre ?» Elle soutint son regard sans sourciller. « Capable, bien sûr. Enclin? Telle est la question. Alors permettez-moi de vous poser la question directement, » dit Poirot. « Avez-vous empoisonné le cognac ?» Elle eut un rire bref et sec, mais sincère. « J'aime peut-être l'ordre, monsieur Poirot, mais je ne tue pas pour lui. » Je ne le pensais pas, mais vous comprenez mieux que quiconque le motif. Elle devint sérieuse. Dorland a perturbé les choses. Le rythme de la maison. Il a rendu tout le monde un peu plus nerveux, plus tendu. Quand on pousse les gens, ils révèlent leur vraie nature. Poirot hocha la tête pensivement. Et quelqu'un, peut-être, en a montré plus qu'il ne le voulait. Il se leva et s'inclina légèrement. « Merci, mademoiselle. Vous m'avez été d'une grande aide. » Alors qu'ils retournèrent dans le couloir, Enderby murmura « Alors la boisson était préparée à l'avance. Quelqu'un a attiré Dorland dans la bibliothèque en sachant exactement ce qu'il allait faire. »« Oui, dit Poirot. Un homme comme Dorland voit un cognac sans surveillance et suppose qu'il a été préparé pour lui. C'est flatteur. » Ils atteignirent le palier. Poirot s'arrêta, se retournant lentement pour admirer la vue de la maison, le calme du hall d'entrée, la rampe rutilante, les hauts plafonds qui résonnaient faiblement du silence. « Nous sommes proches du but, » a-t-il déclaré. « Le tueur ne se cache pas derrière la complexité. Non, le crime était simple, précis, et il n'était pas motivé par la haine ou la peur, mais par l'humiliation. » Enderby cligna des yeux. « Humiliation ?» Poirot hocha la tête. Dorland avait quelque chose sur presque tout le monde. Il connaissait des secrets, exerçait une influence considérable, mais quelqu'un a décidé de ne pas le laisser gagner. Pas cette fois. Alors ils ont agi méthodiquement, avec émotion, mais avec calcul. Ils retournèrent au salon. Cette fois, Poirot demanda à tous les suspects de se rassembler. Lady Eugénia resta dans sa suite à l'étage. Son médecin l'avait déclaré trop fragile pour être dérangé davantage, mais les autres se rassemblèrent. Harold Marchmont, les traits tendus et pâles, Célia Darcy posée et indéchiffrable, Ambrose Vane qui semblait plus amusé qu'inquiet, et Madame de Laford qui entra d'un pas lent et posé et s'assit sans parler. Poirot se tenait devant la cheminée, une main sur le manteau, sa voix calme et posée. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, nous avons souvent parlé ces derniers jours, et vous m'avez tous livré des bribes de vérité. Mais il en reste une qui est restée cachée, parce qu'elle semblait trop insignifiante. » Un murmure, un verre égaré, un invité parti prématurément, une carafe déplacée. Il marchait lentement, tournant son regard vers chaque visage. Hugo Dorland a été empoisonné, c'est certain. Le poison a été placé dans un verre de cognac avant-il entra dans la bibliothèque. Celui qui fit cela savait qu'il boirait sans hésiter. Il savait qu'il n'hésiterait pas, il connaissait son ego. Un murmure agita la pièce.
Poirot s'arrêta devant Madame de Laford. « Vous avez trouvé le corps, et vous avez parlé d'un murmure. C'était réel, oui, mais pas à votre intention. C'était la fin d'une conversation privée, un avertissement à Dorland, un avertissement qu'il a ignoré. » Poirot se tourna vers Célia. « C'est vous qui l'avez prévenue, mademoiselle. Vous avez murmuré quelque chose juste avant de quitter la bibliothèque. Peut-être... » Elle ne le sait pas encore. « Peut-être... Tu n'as plus de temps. » Peu importe. L'important, c'est que quelqu'un d'autre a entendu. Poirot se tourna lentement pour faire face à Ambrose Vane. « Vous n'étiez pas à la bibliothèque. Vous n'aviez aucune rancune connue. Mais vous vous êtes attardé près du bureau. Vous étiez assez près pour voir Dorland entrer, assez près pour entendre un murmure, assez près pour vous glisser dans la bibliothèque avant l'arrivée de Madame de Laford. » Vane haussa les sourcils. « Attends une minute. » Poirot leva une main. « Vous et Dorland vous êtes disputés. Il vous a ridiculisé dans un accord, vous a écarté et vous a laissé avec des pertes. Ce n'était pas juste une affaire, c'était embarras. Public, humiliant. Vous avez perdu votre réputation, votre crédibilité. » Le sourire de Vane s'estompa. « Tu as saisi ta chance, » poursuivit Poirot. « Tu t'es glissé dans la pièce avant l'arrivée de Dorland, tu as servi le verre et ajouté le poison. Tu as laissé le deuxième verre en place et déplacé la carafe très légèrement, par négligence mais sans conséquence. Puis tu t'es attardé. À la mort de Dorland, tu t'es réintégré. » La bouche de Vane s'ouvrit, mais Poirot n'avait pas fini. « Vous pensiez que Madame de Laford assumerait la responsabilité ? Le murmure, trop vague, son mobile, plausible, sa découverte du corps, opportune. Vous pensiez pouvoir disparaître dans l'ombre des secrets des autres. » Poirot s'avança. « Mais vous avez commis 2 erreurs. D'abord le verre. Mademoiselle Bolter a servi 2 verres. Il n'en est resté qu'un. Vous avez retiré celui que vous aviez utilisé pour servir. Un détail que seule une gouvernante connaîtrait. Et ensuite, le murmure. Vous l'avez entendu, mais pas clairement. Et quand vous avez essayé de le répéter plus tard, vous l'avez mal utilisé. » Les yeux de Vane se plissèrent. « Je n'ai jamais parlé de murmure. » Le regard de Poirot devint perçant. « Exactement. » Il y eut un long silence. Puis Vane rit d'un rire sec et sans humour. « Et maintenant, tu crois que la cour va m'arrêter pour des tournures poétiques et des gobelets mal placés ?» Poirot sourit faiblement. « Non, monsieur. Mais ils vous arrêteront sur la base des résidus trouvés dans vos gants, des traces de poison absorbées par la carafe que vous avez renversée avec tant de précaution. Vous avez essuyé le verre, vous portiez des gants, mais vous avez oublié l'empreinte invisible laissée. » Enderby, qui était resté silencieux, s'avança et dit doucement « Nous avons déjà envoyé vos affaires pour analyse. Vous seriez étonné de la rapidité avec laquelle les laboratoires réagissent lorsqu'un député est assassiné. » Vane ne dit rien. Poirot se tourna vers les autres. « Voyez-vous, le crime n'était pas la folie, ce n'était pas la passion, c'était l'humiliation, devenue méthodique. Dorland se faisait des ennemis partout où il allait. Mais il a choisi le mauvais homme à humilier en dernier. Il s'arrêta. Et voilà, mes amis, comment l'orgueil a empoisonné un verre de cognac. » Il se tourna vers la fenêtre et ajusta légèrement un vase, le remettant parfaitement au centre. « Maintenant, dit-il doucement, tout est comme ça devrait être. » Le lendemain matin, la maison Marchmont était inhabituellement calme. Le scandale, qui planait comme un orage, éclata enfin avec l'arrestation d'Ambrose Vane. Si la presse n'avait pas encore eu vent des détails, des rumeurs circulaient déjà parmi le personnel, les voisins et les lecteurs les plus attentifs des pages mondaines. Le nom Marchmont ne sortirait pas indemne de cette épreuve, mais, comme Poirot le soulignerait plus tard, des réputations ont été sauvées du pire lorsqu'elles ont été soigneusement gérées et renforcées par un silence absolu. Poirot était assis dans la salle à manger, seul, avec une cafetière préparée précisément selon ses instructions. Le pain grillé était croustillant, le beurre frais, les œufs intacts. Ses yeux n'étaient pas rivés sur la nourriture, mais sur les pages impeccables du journal. Le Times,
qu'il lut ce matin-là seulement pour les apparences. Son esprit était ailleurs, tournant autour d'une question restante comme un chien autour d'une faible piste olfactive. L'inspecteur Enderby arriva quelques minutes plus tard, essoufflé et légèrement échevelé, tenant un dossier de papier sous le bras. « On finit d'analyser les gants de veine, dit-il. Des traces de strychnine, comme vous l'aviez prédit, et un minuscule dépôt de cristaux à l'intérieur de la doublure en cuir, conforme à ce qui a été trouvé dans le sang de Dorland. » Poirot hocha lentement la tête. « Alors, nous pouvons considérer l'affaire comme résolue, non ?» Enderby hésita. « J'aimerais dire oui, dit-il enfin, mais tu n'as pas l'air satisfait. » Poirot plia le papier et le mit de côté avec une précision chirurgicale. « Parce que, mon ami, je ne le suis pas. Toi et moi avons appréhendé l'homme qui a versé le poison, oui. Mais l'homme qui acquise le poison, c'est une autre histoire. » Enderby fronça les sourcils. « Tu crois que quelqu'un d'autre l'a aidé ? » « Je pense, dit lentement Poirot, qu'Ambrose Vane n'a pas agi tout seul. Peut-être pas sciemment, mais quelqu'un d'autre a touché à cette affaire avant même qu'il ne verse le verre. » Que restent des questions sans réponse. Enderby s'assit sur une chaise en face de lui. Comme Poirot les énuméra un par un d'un doigt délicat. Premièrement, comment Vane a-t-il obtenu de la strychnine, une substance difficile à obtenir, et certainement pas une substance laissée traîner dans un club de gentlemen ou la mallette d'un banquier? Deuxièmement, qui lui a parlé de la présence de Dorland dans la bibliothèque, de son moment de solitude? Il fallait que ce soit planifié avec précision. Vane est intelligent, mais pas omniscient. Et troisièmement, il s'est penché en avant. Pourquoi le deuxième verre a-t-il été retiré? Enderby le fixa du regard. Je croyais que tu avais dit que Vane l'avait pris pour ne pas laisser d'empreinte. Oui, c'est une possibilité. Mais mademoiselle Bolter, dont les souvenirs sont remarquablement précis, a dit qu'elle avait placé les verres à égale distance sur la table. Celui qui restait était le plus loin pas le plus proche. Vane aurait logiquement pris le verre le plus proche pour servir, non? Mais il ne l'a pas fait. Donc quelqu'un a déplacé les verres avant qu'il n'entre. Poirot sourit faiblement. Voilà. Maintenant, nous voyons la vérité derrière les faits. Enderby parut surpris. Tu suggères que quelqu'un d'autre ait planté le décor, que Vane n'ait fait que suivre. Vane n'est pas sans motivation. Mais quelqu'un d'autre a manipulé les circonstances pour le pousser à agir. Quelqu'un qui comprenait sa fierté, son ressentiment. Quelqu'un qui savait qu'il saisirait l'occasion, si elle se présentait. Enderby parut troublé. « Tu crois que c'était orchestré ?» Poirot se leva et boutonna son gilet. Pas orchestré, encadré, ou plus précisément, guidé, poussé, comme un pion en position. La vraie question est, qui était la main qui déplaçait la pièce? La réponse, Poirot le soupçonnait déjà, ne résidait pas dans la rage ou la vengeance, mais dans le calcul. Il retourna seul à la bibliothèque. Le soleil matinal éclairait le tapis, remplacé par un autre au motif et au tissage identiques. Tout semblait intact, comme si les événements des jours passés n'avaient été qu'un rêve. Poirot était assis dans le fauteuil près de la cheminée, celui qu'Hugo Dorland avait occupé, brièvement, fatalement. De là, il observait la pièce, imaginant la scène. Dorland entrant seul, repérant la carafe, se servant une généreuse gorgée. Il aurait jeté un coup d'œil autour de lui, peut-être considéré le verre manquant, puis l'aurait écarté. Un homme comme Dorland n'était pas paranoïaque. Il se fiait aux apparences. Poirot se leva, s'approcha de la table d'appoint et se pencha pour inspecter la surface polie. De légères rayures, de minuscules arcs, suggéraient que quelque chose avait été déplacée. Un plateau, peut-être, ou deux verres écartés puis réorientés. Il se tourna lentement et étudia les étagères. Un volume, Finances parlementaires britanniques, volume 2, était légèrement de travers. Poirot tendit la main et la tira. Derrière se trouvait un morceau de papier plié, une lettre. Le dépliant soigneusement, Poirot en parcourut le contenu. Ses sourcils se haussèrent. Il était adressé à Dorland. Bref, non signé.
dactylographié sur papier crème. Si vous continuez à insister auprès de Madame D, je serai contraint d'agir. Ceci n'est pas une demande. Cessez, ou vous en subirez les conséquences. Il la lut 2 fois, puis il retourna au salon où Célia Darcy était de nouveau assise, comme figée dans une boucle d'introspection. Elle leva les yeux lorsqu'il entra. De retour, Poirot tendit la lettre. Elle le lut, les yeux pétillants. Puis elle le plia soigneusement et le posa sur ses genoux. « Tu l'as trouvé. Derrière un livre, » dit Poirot. « Délibérément caché, mais pas bien, prévu, pour être retrouvé un jour, ou peut-être oublié après avoir rempli sa fonction. » Elle n'a rien dit. Poirot s'assit en face d'elle. « Vous saviez que Dorland faisait chanter Madame de la Forde, mais vous saviez aussi qu'il avait coupé les ponts avec d'autres. Vous étiez en colère, oui, mais plus que ça, vous étiez déçu. C'était un homme qui croyait que le monde lui devait quelque chose, un homme qui rabaissait les autres. » Célia leva les yeux. « Et tu penses que ça justifie un meurtre? »« Non, mademoiselle, mais je crois que vous avez compris quelque chose que Dorland lui-même n'a jamais compris. Même des hommes comme Ambrose Vane peuvent être transformés en armes. » Elle ne dit rien, mais le silence était différent cette fois-ci. Pas défensif, mais résigné. « Vous avez parlé à Vane ce soir-là, » poursuivit Poirot. « Vous avez fait allusion au plan de Dorland. Vous avez peut-être même évoqué la carafe. Vous saviez que Vane était instable. Vous lui avez donné juste ce qu'il fallait pour agir, mais pas trop, pour pouvoir partir. » Célia fixa la cheminée. « Je ne lui ai pas dit d'empoisonner qui que ce soit. Non, mais vous avez suggéré que Dorland l'humilierait, qu'il l'avait déjà fait, qu'il y en aurait d'autres. » Poirot se pencha légèrement. Le premier murmure dans ce cas, c'était le tien. Un murmure adressé à Vane, pas à Dorland. Il ne le sait pas encore. C'est ce que tu as dit, à propos de Dorland, qu'il ne savait pas encore ce que Vane pouvait faire. Tu l'as murmuré près du couloir, doucement et avec détermination. Et Madame de la Forde l'a entendu, et s'est trompée de nom. Une longue pause. Puis, doucement, Célia dit « Je voulais seulement l'effrayer. » Poirot hocha la tête. « Et c'est ce que tu as fait. » Mais le meurtre ne se contente jamais de la peur. Célia se leva et marcha lentement vers la fenêtre. Il ruinait les gens, discrètement, nonchalamment. Il m'a dit un jour que le pouvoir signifiait ne jamais avoir à s'excuser. La voix de Poirot était douce. Alors tu as donné le pouvoir à quelqu'un d'autre, et tu l'as laissé faire ce que tu refusais. Elle se retourna, l'air indéchiffrable. Vas-tu prévenir la police? Je leur dirai qu'Ambrose Vane a empoisonné le brandy, qu'il a agi par humiliation et par rage, ce qui est vrai, mais je leur dirai aussi que le reste n'est que conjecture, et que sans preuve, nous ne pouvons pas aller plus loin. Elle s'avança. Alors je m'en vais. Poirot la regarda attentivement. Personne ne s'en sort, dit-il doucement, mais certains marchent en silence. C'est une punition suffisante. Il se retourna pour partir. Sur le seuil, il s'arrêta. « Encore une chose, mademoiselle. » Elle croisa son regard. « Vous m'avez demandé un jour si je pensais que Madame de la Forde était capable de meurtre. La réponse, je crois, est non. Mais vous... » Il s'arrêta. « Tu es capable de justice, déformée par le sentiment. » Elle n'a pas bronché. « Je suppose, dit-elle, que c'est quelque chose. » Poirot hocha la tête une fois, puis entra dans le couloir. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à quitter la maison Marchemont, Poirot s'autorisa un dernier regard dans le grand hall d'entrée. L'ordre était revenu, mais pas la clarté. Pas tout à fait. Il ajusta ses menottes, puis se tourna vers l'inspecteur Enderby qui attendait près de la porte. « Tu ne m'as jamais dit, » dit doucement l'inspecteur. Pourquoi ce murmure était si important? Poirot esquissa un petit sourire satisfait. « Parce que, mon ami, dans une maison pleine de voix, le plus silencieux est toujours le plus dangereux. » Et sur ce, il partit. C'est pas aussi vif que jamais, laissant derrière lui une maison pleine d'échos.
La résidence Marchmont, bien que restaurée, conservait un silence qui évoquait non pas la paix, mais les lendemains du drame. Ce silence qui suit non pas le repos, mais la révélation. La vie continuait. Les repas étaient servis, les chambres dépoussiérées, le courrier distribué, mais sous chaque geste routinier se cachait le poids invisible de quelque chose qui avait changé à jamais. Poirot est revenu une dernière fois, non pas pour questionner ou accuser, mais pour boucler la boucle. Il était un peu plus de 11 heures du matin lorsqu'il fut introduit dans le salon lambrissé de palissandre, réservé aux invités privés. Des invités qui n'étaient pas censés être vus par la maisonnée. Lady Eugénia Marchmont, d'une posture délicate et d'un calme ravageur, était assise bien droite dans un fauteuil de brocart violet foncé, les mains pâles jointes sur ses genoux. Sa tenue de deuil, bien qu'impeccable, avait pris le poids de la permanence. « Vous revenez, monsieur Poirot », dit-elle avec une précision sèche, « pour obtenir une confession supplémentaire, peut-être » Poirot inclina la tête. « Non, madame, je viens seulement pour parler avec honnêteté et peut-être un peu de tristesse. » Elle fit un geste léger vers le fauteuil en face d'elle. « Alors parle. Nous sommes toutes les deux trop vieilles. C'est pour tourner autour du pot. » Il s'assit, prenant soin d'aligner précisément le pli de son pantalon, et pendant un instant, la regarda simplement. « Vous avez perdu beaucoup de choses, dame Eugénia, » dit-il enfin. « Un invité, une réputation, peut-être un peu de sécurité. Mais je soupçonne que ce qui vous pèse le plus, c'est la confiance que vous accordiez aux autres. » Elle n'a rien dit. Poirot poursuivit. « Vous avez confié à Madame de Laford la gestion de votre maison. Elle était loyale, consciencieuse. Pourtant, dans son désir désespéré de maintenir la perfection, elle a dissimulé une erreur financière. Et lorsque M. Dorland a cherché à s'en servir comme moyen de pression, elle a paniqué. Elle vous a raconté tout ça, demanda dame Eugénia d'une voix ferme. Elle m'a dit ce qu'elle pouvait supporter de dire à voix haute, répondit Poirot. Le reste, je l'ai déduit de ses silences et de l'amertume contenue dans le dossier de M. Dorland, que je sais maintenant qu'il avait commencé à constituer non seulement pour le faire chanter, mais aussi pour se venger. Une faible lueur traversa le visage de dame Eugénia. Il m'en a voulu. Poirot hocha la tête, pour avoir mis fin à ses ambitions, pour ne pas l'avoir laissé se rapprocher de Célia. Il pensait que vous le considériez comme inférieur à votre famille. Ce qui, je le soupçonne, était le cas. Lady Eugénia le regarda dans les yeux. Pas pour ses origines, pour son caractère. Poirot sourit faiblement. Comme il faut, elle se pencha légèrement en avant. « Dites-moi, monsieur Poirot, croyez-vous que Célia ait joué un rôle dans sa mort ?» Poirot marqua une pause. « Je crois qu'elle a donné à un homme au cœur empoisonné la raison ultime d'agir. Je crois qu'elle a murmuré juste assez fort pour qu'Ambrose Vane l'entende, et juste assez vaguement pour s'absoudre. » Dame Eugénia resta silencieuse un long moment. Puis, je lui ai dit un jour que savoir garder les mains propres ne rendait pas innocent. Poirot hocha la tête. « Elle a retenu la leçon, dit-il doucement, ou elle le comprendra avec le temps. » Dame Eugénia esquissa un petit sourire triste. Le temps n'est pas toujours le maître qu'on espère. Elle croisa à nouveau les mains. « Et vous, monsieur Poirot, qu'en pensez-vous » Il se leva et ajusta ses menottes. « Un rappel que tous les crimes ne naissent pas de la haine. Certains naissent d'un murmure, d'une blessure non reconnue, et de la permission subtile que nous nous accordons de laisser les autres agir à notre place. » Il s'inclina profondément. « Je vous remercie de votre temps, madame. » Lady Eugénia ne se leva pas, mais sa voix le suivit tandis qu'il se retournait. « Ce n'est pas une meurtrière, dit-elle, mais ce n'est plus une enfant. » Poirot inclina une fois de plus la tête, puis sortit de la pièce. En bas, dans la véranda, Célia se tenait au milieu des orchidées. L'air était chargé de leur parfum doux, légèrement écœurant. Elle ne se retourna pas à l'entrée de Poirot, mais elle parla comme si elle avait attendu. « Elle le sait, n'est-ce pas? Elle se doute de quelque chose, » dit Poirot. « Elle ne posera jamais de questions. » Célia toucha doucement une des fleurs.
C'est comme ça avec ma tante. Elle laisse les choses non dites, pour qu'elles ne deviennent pas vraies. Poirot la rejoignit près d'une grande fougère. « Et vous, mademoiselle, que ne dites-vous pas ?» Elle leva les yeux vers lui. « Que je suis soulagé que Hugo soit mort, que je me déteste pour ça, que je ne l'ai pas empoisonné mais que je l'ai souhaité et que quand c'est arrivé, je n'ai pas été surprise. » Poirot hocha lentement la tête. « C'est honnête. C'est moche. C'est humain. » Elle croisa les bras, se serrant légèrement contre elle. « Avant, je croyais qu'être intelligent signifiait être en sécurité. Qu'en savoir plus que les autres donnait le contrôle. Mais ça ne me donnait qu'une illusion de distance. » Poirot la regarda attentivement. « Tu ne peux pas défaire le murmure, mais tu peux choisir ce que tu veux faire de son écho. » C'est que croisèrent les siens. « Crois-tu à la rédemption ?»« Je crois, » dit doucement Poirot, « que la plupart des gens ont simplement besoin d'une chance de recommencer. » Elle hocha la tête, mais son expression ne trahissait rien. Poirot ne fit aucune tentative pour la réconforter. Il s'inclina simplement et la laissa là où elle se trouvait, parmi les fleurs qui leur survivraient à tous deux. Cet après-midi-là, Poirot rendit visite à Madame Delaford dans son modeste appartement en bordure de Hampstead, où elle avait élu domicile après avoir démissionné de son poste. La pièce était propre, meublée avec simplicité et sentait légèrement la lavande et les livres. Elle portait une simple robe bleu marine, les cheveux attachés en arrière comme toujours. Elle lui servit du thé dans de la porcelaine dépareillée, ses mains plus stables qu'elles ne l'avaient été auparavant. « J'ai accepté de cataloguer des manuscrits, » dit-elle. « C'est un travail discret, anonyme. » Poirot remua doucement son thé. « Vous n'êtes pas anonyme, madame. Vous êtes simplement invisible. » Elle sourit. Une distinction à souligner. Ils burent en silence un moment. Puis Poirot dit « Tu n'étais pas coupable, mais tu étais accablé, et tu as payé pour ça. Je lui ai laissé le pouvoir sur moi, » dit-elle doucement. C'était ça l'erreur. Pas l'erreur comptable, la peur. Tu n'es pas seul dans ce cas. Non, acquiesça-t-elle, mais j'aurais dû être plus courageuse. Poirot posa sa tasse. Le courage ne se manifeste pas par des cris, madame. Parfois, il consiste simplement à rester quand on souhaite fuir, ou à parler quand le silence serait plus facile. Elle le regarda. Ou murmurer quand crier coûterait trop cher. Il lui adressa un doux sourire. Comme il faut. Alors qu'il se levait pour partir, elle dit « Merci, monsieur Poirot, de m'avoir bien vu. » Il hocha la tête. C'est le moins que nous puissions faire. Ce soir-là, Poirot dîna seul dans sa suite du Savoy. Le linge était impeccable, l'argenterie polie, le serveur silencieux et respectueux. Il mangea lentement du veau aux morilles, une salade verte, une demi-bouteille d'excellent Beaujolais. Ses pensées aussi ordonnées que son assiette. Une fois le repas débarrassé, il s'assit près de la fenêtre et regarda la Tamise capter les dernières lueurs du soir. L'affaire était close, les coupables punis, mais l'affaire n'avait laissé aucun vainqueur. Poirot sortit un petit carnet de sa poche intérieure et l'ouvrit. Il a écrit « La justice ne se fait pas toujours entendre. Parfois c'est une ombre, un souffle, un murmure, mais elle doit toujours être entendue. » Il marqua une pause, puis souligna le mot entendu. Et en dessous, il a ajouté « Affaire classée, l'affaire de l'indice murmuré en passant. » Il ferma le carnet, le plaça à côté de son horloge et se pencha en arrière sur la chaise. À l'extérieur, Londres continuait d'avancer, sans se soucier des batailles silencieuses qui avaient été menées et gagnées derrière ces grandes façades. Et à l'intérieur, Hercule Poirot, gardien de l'ordre et de la logique, s'autorisa pendant un bref instant un soupir. Le lendemain matin, la pluie crépitait doucement contre les fenêtres de l'appartement de Poirot, projetant des traînées argentées sur les vitres et réduisant le bruit de l'agitation londonienne à un bourdonnement discret. Poirot se tenait près de la cheminée, ajustant d'1 millimètre seulement l'inclinaison d'une petite statuette de bronze sur la cheminée. Satisfait, il recula et joignit les mains derrière son dos, laissant le silence s'installer.
Il lui restait une dernière visite à faire. Bien que l'affaire fût close aux yeux de la police, Ambrose Venn serait jugé, les journaux feraient grand bruit, et finalement, la ville tournerait la page. Poirot savait que les retombées émotionnelles ne s'étaient pas encore dissipées. Des fils restaient en suspens, non pas dans la trame de la justice, mais dans le cœur de ceux qui avaient vécu ce mystère. Et il y avait un personnage qui, bien que silencieux et marginal, avait été aussi central dans toute l'affaire que n'importe lequel des acteurs les plus véhéments. Mademoiselle Millicent Bolter. Il arriva à la résidence Marchmont peu avant midi. La maison était plus calme que jamais. Le personnel s'activait rapidement, mais parlait peu. Un léger voile de bienséance s'était installé sur la maisonnée, tentant de masquer ce qui ne pouvait être oublié. Poirot fut conduit à l'aile de la cuisine, où Miss Bolter, désormais semi-retraitée et conseillant, officiellement la maison Marchmont, pendant la transition vers une nouvelle gouvernante en chef, tenait un modeste bureau garni de classeurs, de livres d'inventaire et d'une horloge qui faisait tic-tac si régulièrement qu'elle semblait faire partie des murs. Elle leva les yeux de son bureau quand il entra. « Monsieur Poirot, dit-elle, êtes-vous venu me demander de clarifier les faits également ?» Poirot sourit faiblement. « Non, mademoiselle. Je suis venu demander ce qui reste à faire. » Elle le regarda un instant, puis fit un geste vers la chaise en face. « Vous pouvez vous asseoir, mais vous ne trouverez pas de désordre ici. »« Je ne recherche pas le désordre, » dit-il en s'installant dans son fauteuil. « Je recherche la compréhension. » Elle croisa les mains. « Comprendre quoi ? » « Eh bien, dit doucement Poirot, vous n'en avez jamais dit plus. » Son regard ne vacilla pas. « J'ai dit ce que j'ai vu. Tu l'as fait, et pourtant, tu vois tout. Tu as vu le moment où la carafe a été déplacée. Tu savais quel verre manquait. Tu savais probablement qui avait traversé tel couloir et qui s'était attardé dans telle pièce, même sans l'aide d'un rapport de majordome. Tu savais quelque chose de plus, et pourtant, tu ne l'as pas dit. » Elle resta silencieuse pendant un long moment. Puis, d'une voix basse et calme, elle dit « Parce que j'ai compris la différence entre culpabilité et responsabilité, entre justice et vengeance. » Poirot hocha lentement la tête. « Alors, tu le savais. Je savais ce que Célia avait fait, ou plutôt ce qu'elle n'avait pas fait, ce qu'elle avait laissé faire. Et je savais les dégâts causés par Dorland bien avant de boire ce cognac. Mais la loi ne sait pas toujours apprécier ces choses à leur juste valeur. » Poirot se pencha en avant. « Et donc tu as choisi le silence. » »« J'ai choisi la discrétion. » Il pencha la tête. « Avez-vous été tenté d'intervenir ? » ?»« J'ai été tenté de m'en laver les mains, mais j'ai vu trop de réputations détruites par une justice trop tardive ou trop publique. Célia n'est pas innocente, mais elle n'est pas méchante. Et Madame de la Ford n'est pas une escroc. Elle a commis une erreur. Elle l'a corrigée. Dorland a tenté de l'exploiter et en a payé le prix. Il y a une différence entre un criminel et une conséquence. » Poirot la regarda avec admiration. « Vous avez l'esprit très précis, mademoiselle Bolter. » Elle esquissa un sourire crispé. « C'est pour ça qu'ils m'ont gardé si longtemps. » Poirot fouilla dans son manteau et en sortit une petite enveloppe. « Je suis venu apporter ceci, dit-il. C'est de la part de Madame de la Ford. » Mademoiselle Bolter haussa les sourcils. Elle ouvrit l'enveloppe et en sortit une courte lettre, écrite à l'encre, légèrement floue à chaque trait. Elle la lut en silence. Quand elle eut fini, elle le plia soigneusement et le remit en place. « Elle me remercie, dit-elle, de ne rien dire. » Poirot hocha la tête. « Et elle avait raison. Vous avez préservé plus que des réputations. Vous avez préservé la dignité de ceux qui auraient été brisés par la dénonciation. » Mademoiselle Bolter émit un petit grognement. « Vous parlez comme un philosophe, Poirot. Je vous croyais détective. »« Les deux, » dit-il simplement. « Celui qui observe les faits et celui qui mesure leur poids sur l'âme. » Elle se rassit et l'observa. « Tu l'as vu aussi, n'est-ce pas? Ce qu'elle a fait, ce qu'elle autorisait. Oui. Et tu l'as jugée. » Poirot secoua la tête. « Je l'ai comprise. Il y a une différence. » Elle expira. « Alors, tu es plus rare que la plupart des hommes qui prétendent rechercher la vérité.
Il se leva et s'inclina légèrement. La vérité est précieuse, mais elle n'est pas toujours l'outil le plus efficace. Parfois, la gentillesse en révèle davantage. Elle se leva et tendit la main d'une manière inhabituellement formelle. « Alors permettez-moi de vous remercier pour votre bon jugement, monsieur Poirot, et pour votre silence. » Il lui prit la main, inclina de nouveau la tête et partit. Plus tard dans l'après-midi, Poirot se retrouva à marcher le long des rives de la Serpentine, à Hyde Park. Le ciel était zébré de nuages maussades, le vent frais, mais le chemin était agréable. Il marchait lentement, pensif. Cette affaire avait suscité plus de questions que la plupart des autres, non pas sur les faits, mais sur les décisions prises après leur révélation. Il avait découvert la vérité, certes, mais il avait choisi, en partie, de n'en appliquer les conséquences que là où elles devaient s'imposer. Il ne l'a pas regretté. Non loin de là, une mère interpellait un enfant qui s'était approché trop près du bord de l'eau. Un couple se disputait gentiment en français à propos d'un déjeuner oublié. Un chien aboya, fut réduit au silence, puis aboya de nouveau. Poirot s'arrêta sur un banc et s'assit, ses gants soigneusement pliés sur ses genoux. Dans la poche de son manteau se trouvait son carnet. Il l'ouvrit, en sortit un stylo et écrivit « En fin de compte, ce n'est pas le poison qui a tué Hugo d'Orlande. C'est son arrogance, sa conviction qu'il pouvait blesser sans répliquer, humilier sans risque. Mais même les orgueilleux doivent de finir par boire, et il y aura toujours quelqu'un à leur service. » Il marqua une pause, puis ajouta « Un murmure, un geste, une vérité cachée. Ce sont les armes du vengeur silencieux. » Il remit son stylo sur le capuchon et ferma le livre. Dans cette affaire, la justice n'avait pas crié. Elle n'était pas arrivée avec des sirènes, des verdicts ou le bruit des marteaux d'audience. Elle était arrivée par des silences, des regards en coin, des non-dits. Et Poirot, malgré toute sa fierté pour l'ordre et la logique, avait choisi de laisser les choses ainsi. Avec un léger soupir, il se leva et continua sur le chemin, les feuilles bougeant sous ses chaussures. L'affaire était réglée, mais le murmure, pensa-t-il, résonnerait pendant un certain temps. Le vent avait changé. Le printemps, qui avait flirté avec les arbres et les toits de Londres tel un visiteur maussade, commençait enfin à s'installer dans une sorte de permanence. Les jours s'allongeaient, l'air s'adoucissait. Et bien que l'affaire qui avait jeté son ombre sur la maison Marchemont fut désormais officiellement conclue, Hercule Poirot savait que le cœur humain était rarement aussi facilement scellé. Il retourna une fois de plus là où tout avait commencé, non pas à la résidence Marchemont cette fois, mais au modeste club où Hugo d'Orlande avait autrefois tenu sa cour avec ses admirateurs, ses courtiers et, de temps à autre, ses malheureux compagnons. C'était un lieu rempli de fauteuils en cuir sombre, de journaux pliés avec soin, et de conversations à voix basse et autoritaire. Poirot n'aimait pas les clubs, avec leurs revêtements rigides et leur aura de secret suffisant, mais il avait pris rendez-vous avec l'inspecteur Enderby là-bas, sur l'insistance d'Enderby lui-même. L'inspecteur apparut à 4h30 précises, son trench-coat flottant au vent, tandis qu'il traversait le vestibule. Il salua Poirot d'un bref hochement de tête et se glissa sur le siège en face de lui. « Je voulais parler dans un endroit où personne ne chuchote, » dit-il avec ironie. Poirot sourit faiblement. « Et pourtant, je trouve que le murmure est souvent plus instructif que le cri. » Enderby accepta un scotch du serveur du club, puis se pencha. Le ministère public est convaincu. Les preuves contre Vane sont solides. Il plaidera probablement coupable d'homicide involontaire pour éviter la réclusion à perpétuité. Ses avocats cherchent déjà à obtenir la clémence, invoquant une manipulation émotionnelle et une détresse psychologique atténuante. Et ils ont tort? Enderby expira. Non, pas tout à fait. Mais c'est bien là le problème, n'est-ce pas? Tous les habitants de cette maison étaient manipulés d'une manière ou d'une autre, ou complices, ou tout simplement trop prudents pour agir. Poirot hocha gravement la tête. D'Orlande était un homme qui allumait des flammes chez les autres, certaines petites, d'autres brûlantes. Enderby sirota son verre.
Et pourtant tu l'as laissée libre. Poirot croisa son regard. Je n'ai pas laissé elle et partie en liberté. Je n'ai rien trouvé à prouver. Célia Darcy n'a pas empoisonné la boisson. Elle n'a pas non plus demandé à quelqu'un d'autre de le faire. Elle a simplement planté le décor. Enderby le regarda longuement. « Ça te suffit ?» La réponse de Poirot fut lente et réfléchie. « Il ne s'agit pas de savoir ce qui est suffisant pour moi, mon ami. Il s'agit de savoir si justice a été rendue à sa juste mesure. Vane a agi. Il a choisi. Les conséquences lui incombent. Le reste, il fit un geste délicat de la main, se déroulera comme la vie le veut. » L'inspecteur fronça les sourcils. « Toujours, ça semble inachevé. » Poirot hocha brièvement la tête, pensif. « C'est souvent le cas dans la vie. C'est pourquoi tant de gens ont peur des fins. Elles sont rarement nettes, rarement absolues. » Enderby vida le reste de son verre et se laissa aller en arrière. « Alors, que lui arrive-t-il? Célia? » « Monsieur. » Poirot regarda par-dessus l'inspecteur vers les hautes fenêtres, qui offraient une vue sur les arbres verdoyants de St. James's Park. Sa voix était douce. « Elle vivra, mais elle n'oubliera pas. Et cela, je crois, est une justice bien plus profonde que les barreaux d'une prison. » Ils se séparèrent peu de temps après, avec le sentiment tacite que leur chapitre commun dans cette étrange affaire était clos. 2 jours plus tard, Poirot reçut une lettre. L'enveloppe était épaisse, couleur crème, et ne portait pas d'adresse de retour. L'écriture était inhabituelle, mais précise. Chaque boucle, chaque trait était dessiné avec un soin attentif. Il l'ouvrit à son bureau, dépliant lentement la page. « Monsieur Poirot, je n'écris pas pour me défendre, ni pour avouer, mais simplement pour reconnaître que je comprends. Vous avez vu plus que vous ne l'avez dit. Vous en saviez plus que vous ne l'avez dit. Et pour cela, je vous en suis reconnaissant. Vous nous avez épargné ce spectacle. Vous nous avez donné l'espace nécessaire pour nous confronter à nous-mêmes. L'intelligence comporte un danger. Je croyais pouvoir contrôler les événements, que je pouvais murmurer une étincelle sans la voir s'allumer. J'avais tort. Je vivrai avec cette vérité jusqu'à la fin de mes jours. Je quitte Londres, pas définitivement, mais pour assez longtemps. J'ai accepté un poste à Florence, où j'enseigne la littérature à des jeunes filles qui ignorent encore le pouvoir qu'elles détiennent, ni la facilité avec laquelle elles peuvent le dilapider. Peut-être apprendrai-je d'elles autant qu'elles de moi. Merci pour votre silence et pour votre jugement finalement miséricordieux. Cédé Poirot lut la lettre 2 fois, puis la plia soigneusement et la glissa dans son agenda sous un ruban de satin. Il resta immobile pendant un long moment. Puis il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda les toits de Londres, où le soleil du début du printemps scintillait faiblement sur l'ardoise et la pierre. À Hampstead, dans une petite archive municipale où les dossiers financiers étaient conservés avec une attention méticuleuse, Madame Delaford arrivait chaque matin à 9 heures précises. Elle portait du bleu marine et du gris. Elle restait discrète. Et elle ne parlait jamais de ses années à Marchmont House, ni de l'homme qui avait tenté de la ruiner avec des demi-vérités et des points décimaux. Le personnel la respectait. Il la craignait légèrement. Elle n'élevait jamais la voix, mais ses erreurs ne survivaient pas longtemps sous son regard. Un jour, une employée subalterne a fait remarquer au cours d'un déjeuner qu'elle avait le calme d'une femme qui a déjà traversé le feu. Madame Delaford, qui avait entendu, ajusta simplement ses lunettes et continua son indexation. Mademoiselle Bolter resta à Marchmont en tant que conseillère pendant 6 mois supplémentaires. Elle supervisa l'embauche d'une gouvernante plus jeune et plus moderne, la forma avec une efficacité militaire et laissa derrière elle des registres à code couleur qui allaient devenir légendaires dans la maison pour les années à venir. Sa retraite, Lady Eugénia lui offrit un stylo-plume à manche de nacre et une lettre privée dont le contenu ne fut jamais divulgué. Mademoiselle Bolter ne se maria jamais, ne parla guère de ses longues années de service et n'accorda jamais d'interview,
malgré 2 journalistes enthousiastes qui la sollicitèrent après que le procès de Venn eut fait la une des journaux. Elle s'installa alors à Brighton, où elle entretenait un petit jardin et faisait du bénévolat à la bibliothèque locale. Dans son testament, elle légua ses carnets de Marchmont à la British Library, stipulant qu'ils resteraient scellés jusqu'à 50 ans après sa mort. Quant à Lord Marchmont, il gérait le domaine familial avec une diligence renouvelée. Le scandale l'avait ébranlé mais non brisé. Les journaux y voyaient une tache sur une réputation irréprochable, mais ils veillaient à ce que cela reste une tache et non une fracture. Il parlait peu d'Hugo d'Orlan et n'invitait plus jamais d'homme politique à dîner chez Marchmont. Et qu'en est-il d'Hercule Poirot? Il retourna à ses affaires, certaines simples, d'autres étranges, d'autres encore peu dignes de son attention. Mais aucune ne lui restait gravée dans la mémoire comme celle-ci, car cette affaire ne relevait pas seulement de la déduction. Il s'agissait de perception, de l'équilibre délicat entre connaissance et retenue, de choix faits non pas dans la précipitation ou la malveillance, mais dans ces moments de calme où l'on pouvait agir, ou s'en aller. Il n'a écrit aucune monographie à ce sujet. Il n'a accordé aucune interview. Interrogé, il a simplement répondu qu'il s'agissait de « une affaire de subtilité et d'ombre ». Un point, c'est tout. Mais dans son carnet personnel, la dernière ligne sous le titre de l'affaire disait « Le murmure n'était pas l'indice ». C'était le verdict. Et en dessous de sa petite écriture précise, il ajouta « Parfois, il faut résoudre le crime, et ensuite choisir de ne pas le condamner ». Il ferma le carnet, le verrouilla dans le petit tiroir de son bureau et se versa une tasse de chocolat chaud. Dehors, les cloches de Saint-Paul sonnaient faiblement au loin, et dans le silence qui suivit, Poirot s'autorisa une seule fois le plaisir de ne pas avoir raison, mais d'être gentil. C'était un mardi après-midi calme lorsqu'Hercule Poirot reçut une enveloppe portant le sceau de cire rouge de Scotland Yard. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, un résumé du tribunal confirmant le plaidoyer de culpabilité d'Ambrose Venn. La peine était attendue, 10 ans pour homicide involontaire, une réduction de peine pour coopération, pour remords, pour non-contestation. La presse était déjà passée à autre chose, impatiente de s'attaquer à de nouveaux scandales. Mais pour Poirot, l'affaire ne fut véritablement conclue qu'à son retour sur les lieux, non pas en tant que détective, mais en gentleman honorant l'écho final d'un murmure qui avait transformé tant de vies. Il est arrivé sans prévenir à Marchmont House. La grande porte s'ouvrit non pas sur un majordome, mais sur Lord Harold Marchmont lui-même, le visage plus serré qu'auparavant, sa présence autrefois vigoureuse, désormais teintée de quelque chose de plus ancien, de plus calme, peut-être de la sagesse, peut-être de la lassitude. « De retour pour inspecter les cendres ?» demanda-t-il. « Au contraire, » dit doucement Poirot, « pour s'assurer que le feu est éteint. » Marchmont s'écarta. « Alors entrez. » Le salon avait changé. Les meubles avaient été retapissés dans des tons plus doux. Un nouveau portrait était accroché au-dessus de la cheminée. Une composition abstraite, tout en lignes épurées et en gris délicat. Le plus remarquable, la carafe qui se trouvait autrefois près de l'âtre avait été entièrement retirée. Lady Eugénia n'était pas présente, définitivement retirée à Bath, expliqua son fils. Célia, elle aussi, n'était pas revenue. De Florence. La maison s'était réorganisée autour de l'absence. Poirot s'assit. « Je ne suis pas venu pour revenir sur l'affaire, Lord Marchmont, mais pour remettre les choses à leur place. » Il fouilla dans son manteau et en sortit la note pliée qu'il avait trouvée derrière l'étagère. La lettre non signée adressée à Hugo d'Orlan, l'avertissant de cesser son chantage. Harold y jeta un coup d'œil, mais ne le prit pas. Et pourquoi cela me concernerait-il maintenant? Le regard de Poirot était fixe. « Parce que c'est toi qui l'as écrit. » Le silence s'éternisa. Puis, lentement, Harold hocha la tête. « Oui, je l'ai fait. Vous ne l'avez pas tué, mais vous saviez ce qu'il faisait. À Célia, à Madame de la Ford. Vous saviez qu'il était dangereux. J'espérais l'effrayer.
La voix de Poirot était calme. « Vous vouliez éviter le scandale, et vous craigniez que votre mère ne supporte pas une nouvelle déception. » Harold serra les dents. « C'est ça votre accusation? Que je n'ai rien fait? » « Non, monsieur, mon constat est le suivant. Vous avez agi, mais indirectement, comme tant d'autres dans cette maison. » Harold croisa le regard de Poirot. « Et vous, monsieur, avez-vous joué la comédie, ou nous avez-vous simplement observé ?» Poirot esquissa un léger sourire. « J'ai choisi qui dénoncer, et qui laissait intact leur secret. C'est aussi une forme de justice. » Il s'est levé. « Au final, dit-il, personne ici n'est innocent. Pas même moi. Mais l'innocence n'est pas toujours la mesure. Parfois, la question est, qui a tiré les leçons de ses actes? » Il a placé la lettre sur la cheminée. Harold y jeta un coup d'œil. « Qu'est-ce que je vais en faire? »« Comme tu veux, dit Poirot. Brûle-le, encadre-le ou enterre-le. Mais maintenant, il t'appartient. » Il partit sans un mot de plus. Dehors, le vent était léger, caressant la cime des haies qui bordèrent le portail de Marchemont. Poirot resta un long moment sur le trottoir, levant les yeux vers la maison. Elle avait la même apparence. Elle serait toujours la même. C'était le danger des grandes demeures, pensa-t-il. Elle dissimulait trop bien les turbulences intérieures. Un taxi arriva peu après. Poirot donna au chauffeur une adresse à Bloomsbury. Le trajet se déroula sans incident. La rue était bordée d'arbres en fleurs et d'étroits immeubles en terrasse, ornés de heurtoirs en laiton usé et d'élégantes portes vertes. Poirot fut accueilli à l'entrée d'un modeste pensionnat par une femme en jupe grise et chemisier crème, Célia Darcy. Ses cheveux étaient attachés en arrière plus simplement qu'avant. Ses yeux, sans artifice, étaient le plus calmes, mais plus profonds. Elle sourit brièvement en le voyant. « Je me demandais quand tu viendrais. Je suis prévisible, » répondit Poirot. Ils traversèrent la petite cour bordée de dessins à la craie et de plantes en pot. « Je vois que les filles sont bien occupées, » a-t-il dit. « C'est vrai, » répondit Célia, « et je suis trop occupée pour être hantée. Tous les jours. Seulement tous les autres ?» Elle esquissa un demi-sourire. « Quelque chose comme ça. » Ils étaient assis sous un arbre. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Finalement, elle dit « Tu m'as épargné. » Poirot pencha la tête. « Je n'ai épargné personne. Tu portes ta propre sentence. »« Je fais. »« Bien. » Elle lui jeta un coup d'œil. « C'est ça que tu voulais entendre ? » ?»« Non, dit-il. Je voulais le voir. » Ils restèrent assis encore. Un peu, Poirot se leva pour partir. « Tu vas rester ici ?»« Pour l'instant. »« Et après ?» Elle regarda les enfants qui jouaient au loin. « J'attendrai de savoir ce que le murmure dira ensuite. » Poirot inclina profondément la tête, puis il s'est retourné et est parti. Ce soir-là, Poirot dîna dans un petit bistrot près du Strand. Il commanda simplement un consommé de légumes, de la truite aux amandes et un verre de vin blanc frais. À la fin du repas, le serveur apporta une carte pliée. Elle ne venait pas d'une autre table. Poirot l'ouvrit. On pouvait y lire. « Tu as entendu le murmure. Merci de ne pas l'avoir prononcé à voix haute. Il n'y avait pas de signature. » Poirot sourit. Il laissa un généreux pourboire, prit ses gants sur la table d'appoint et entra dans la nuit fraîche de Londres. Au-dessus, les lampadaires projettent de longues flaques d'or sur le trottoir, chacune scintillant très légèrement dans la brise. Quelque part, un murmure résonna. Non pas un murmure de culpabilité, mais un murmure de vérité, compris trop tard. Poirot s'avança dans l'obscurité avec le pas assuré d'un homme qui avait une fois de plus rétabli l'ordre, et le monde pour l'instant était calme,